Ce soir-là, j'ai compris que la trahison la plus dévastatrice n'arrive jamais de là où on l'attend, et que l'inconnu assis à ma droite savait tout depuis le début. Il était 19h42 quand mon téléphone vibra sur mes genoux. La salle du cinéma Ardelis était à moitié vide, ce genre de mardi que personne ne choisit vraiment pour sortir, sauf ceux qui fuient quelque chose. Moi, je fuyais une migraine, le silence de l'appartement et l'odeur de peinture fraîche que Théodose avait laissée en rénovant la salle de bain un mois plus tôt. Une odeur qui, depuis, s'était incrustée dans chaque fibre de nos serviettes. Le message s'afficha en caractères blancs sur fond noir. Le vol est retardé. Je dors à l'hôtel près de l'aéroport. Ne m'attends pas. Bonne nuit, Célune. Célune. Il m'appelait Célune depuis nos 17 ans. Une contraction de mon vrai prénom, Célestine Nuncia, que ma grand-mère corse avait choisi en l'honneur de 2 saintes dont elle seule connaissait vraiment l'histoire. Ce surnom m'avait toujours semblé être un territoire privé, un mot-clé entre lui et moi, quelque chose d'impénétrable. Je tapais une réponse rapide. « D'accord, repose-toi bien. » Et je levai les yeux vers l'écran. Le film venait de commencer, une histoire de détective dans une ville fictive quelque part entre Lisbonne et nulle part. Je n'avais pas encore choisi si j'allais rester jusqu'à la fin ou partir après la première scène d'action. C'est à ce moment précis que je le vis. 2 rangs devant moi, légèrement à gauche, dans cette lumière oblique et bleutée que seules les salles obscures savent créer, la nuque de Théodose. Pas une nuque similaire, pas une silhouette qui lui ressemblait. C'était lui. Je connaissais cette façon qu'il avait d'incliner la tête vers la droite quand quelque chose l'intéressait. Ce mouvement imperceptible de l'épaule gauche, ce port particulier que 12 ans de vie commune gravent dans les yeux mieux que n'importe quelle photographie. Mon cœur ne s'emballa pas. Il s'arrêta. Il était là, à Bordeaux, dans cette salle, alors qu'il était censé être à Francfort pour la conférence annuelle de son cabinet d'audit. Là, à 2 rangs de moi, sa main gauche posée sur la coudoir, et sa main droite, cette main que je connaissais par cœur, ses articulations, ses veines légèrement saillantes, la petite cicatrice sur l'index, glissée dans les cheveux d'une femme. Elle était assise à sa gauche. Je ne voyais que le profil de son visage quand elle se penchait vers lui, et ses cheveux, des cheveux d'un châtain cuivré très ordinaire, très traités, avec ce brillant artificiel qui dénonce les colorations faites trop souvent. Il les caressait lentement, avec une désinvolture que je n'avais pas vue depuis longtemps, depuis trop longtemps. Je ne criais pas, je ne me levais pas. Je restais là, pétrifiée dans mon siège, avec mon téléphone encore chaud entre mes doigts, et ce message. Le vol est retardé, qui continuait de brûler sur la vitre de mon écran comme une inscription dans du plomb fondu. C'est alors que la voix arriva. À ma droite, il y avait un homme que je n'avais pas vraiment remarqué en m'installant. Dans ce genre de salle à moitié vide, on ne regarde pas ses voisins. On choisit son siège, on pose son manteau, et les autres cessent d'exister. Lui n'avait pas cessé d'exister, il avait simplement attendu. Sa voix était basse, presque murmurée, et pourtant parfaitement articulée, comme quelqu'un qui a l'habitude de parler à des oreilles dont il ne veut pas troubler les autres alentours. Un accent que je ne suis pas identifié immédiatement, quelque chose entre le tchèque et le hongrois, une consonance d'Europe centrale que je n'avais jamais entendue tout à fait de cette façon. « Regarde bien, dit-il. La surprise n'est pas encore finie. » Je tournai la tête vers lui brusquement. Il regardait l'écran, pas moi. Son profil était net, anguleux, avec une mâchoire longue et des pommettes hautes qui lui donnaient quelque chose d'un tableau médiéval nordique. La 50aine peut-être, ou 45 ans très bien portés. Il tenait un gobelet en carton dont il ne buvait pas. « Pardon » soufflai-je. « Je dis que la surprise n'est pas encore finie », répéta-t-il sans se retourner. « Vous me parlez ? » « Il n'y a personne d'autre à qui je pourrais parler dans ce rang, » répondit-il simplement. Ma gorge se ferma. « Vous le connaissez ?» Silence. Un silence calculé, de la durée exacte nécessaire pour que la question devienne insupportable. « Je sais ce que tu ne sais pas encore, » dit-il enfin. « Et c'est beaucoup plus que lui dans ce cinéma avec une autre femme.
Pendant 3 secondes, je crus que j'allais me lever et partir. Fuir cet homme bizarre, cette salle, cette réalité qui s'effondrait en douceur comme du plâtre humide. Mais quelque chose, une force que je ne saurais pas nommer autrement que par sa vérité brute, la curiosité animale de ceux qui pressentent que l'inconnu est plus important que la douleur, me cloua au siège. « Qui êtes-vous » demandai-je. Il posa enfin les yeux sur moi. Ils étaient d'un gris presque incolore, de ces iris qui semblent changer de teinte selon la lumière, et en ce moment, ils étaient presque blancs, réfléchissant le bleu de l'écran. « Miroslav Kende » dit-il. « Et toi ? Tu es Célestine Nunzia Arufa. Tu as 39 ans, tu travailles dans la conservation du patrimoine bâti, et ton mari s'appelle Théodose Arufa depuis 11 ans, même si vous êtes ensemble depuis 12. Tu habites rue des Tonneliers, au 3e étage, et vous avez un chat qui s'appelle Berthold. Le sol sous mes pieds n'était plus solide. Comment vous... Ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que je vais te dire maintenant, et la façon dont tu vas choisir d'utiliser cette information. Sur l'écran, le détective du film interrogeait quelqu'un dans une ruelle sombre. Je n'entendais plus le son. Toute ma capacité auditive s'était réorientée vers cet homme à ma droite, qui prononçait mon nom complet, avec l'aisance de quelqu'un qui l'avait lu de nombreuses fois dans un document. « La femme avec ton mari, » continua Miroslav Kende, « ne s'appelle pas Sandrine, ni Lucie, ni aucun prénom que tu aurais pu imaginer. Elle s'appelle Fiorenza Drac. Elle est expert comptable dans le même cabinet que lui, division Benelux. Et ce n'est pas une liaison sentimentale. » Je clignai des yeux. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la protection mutuelle. Ton mari et cette femme sont impliqués dans quelque chose qui n'a rien à voir avec des sentiments. Quelque chose qui dure depuis 32 mois et pour lequel plusieurs personnes ont perdu, disons, des sommes considérables. Des sommes que ton mari a fait transiter par des comptes dont tu ignores l'existence. Le gobelet en carton qu'il tenait, il le posa enfin sur la coudoir de son côté. Ses mains étaient grandes, les doigts longs et très calmes, le genre de mains qui n'ont jamais l'air de trembler. « Pourquoi me dites-vous ça » murmurai-je, et ma propre voix me semblait venir d'un autre corps, d'une autre femme assise à ma place. « Parce que dans 7 jours, il y a une procédure judiciaire qui va commencer. Et selon ce que tu feras au cours de ces 7 jours, tu seras soit du côté des témoins, soit du côté des personnes impliquées. » Je ne suis impliqué dans rien. Non, admit-il. Pas encore. Pas encore. Ces 2 mots atterrirent comme 2 pierres dans une mare, ondes concentriques dans toutes les directions. Devant moi, Théodose glissa son bras autour des épaules de Fiorenza Drac. Elle appuya sa tête contre lui. Ce geste, si simple, si conjugal, si terriblement familier, me traversa d'une façon que la révélation des contes secrets n'avait pas réussi à faire. Parce que les contes, c'était abstrait. Les épaules de mon mari autour d'une autre femme dans l'obscurité d'un cinéma, c'était du tangible pur, de la douleur sans métaphore possible. « Il y a quelque chose dans votre sac, » dit Miroslav Kende. « Dans la poche extérieure, pas votre téléphone, l'autre poche. » Je regardai mon sac. La poche extérieure. Je ne me souvenais pas d'y avoir mis quoi que ce soit ce soir. Je l'ouvris lentement, comme si j'ouvrais quelque chose qui pourrait exploser. Un stylo. Un stylo ordinaire à capuchon bleu nuit, avec une petite étiquette collée sur le côté. Sur l'étiquette, une adresse mail écrite à la main en minuscules. miroslavkende.contact@proton.me. Vous avez mis ça dans mon sac ? Dis-je. Et la question sonnait fausse, parce que je connaissais déjà la réponse. Tu vas rentrer chez toi ce soir, dit-il sans répondre à ma question. Tu ne vas pas affronter ton mari maintenant. Tu ne vas pas lui écrire depuis la salle. Tu vas regarder la fin du film, ce serait dommage. Il y a un excellent retournement dans les 20 dernières minutes. Et tu vas rentrer. Et dans les 48 heures, tu vas fouiller le disque dur externe qu'il garde dans la boîte à chaussures, Salvatore et Ferragamo, au fond de l'armoire du bureau. Je le fixais. Il n'a pas de... boîte marron foncé, 3e étagère en partant du bas.
Il y a 3 autres boîtes devant. Tu devras les déplacer. Silence. Tu n'es pas un détective privé, dis-je. Ce n'est pas ça. Non, convint-il. Alors qui vous a demandé de me trouver? Il sourit pour la première fois. Un sourire étroit, presque géométrique, qui ne touchait pas ses yeux incolores. Personne ne m'a demandé de te trouver. Je savais que tu serais ici ce soir parce que j'observe Théodose Aruffa depuis 117 jours. Et toi, tu es venu par hasard. Ce qui, dans mon métier, n'est jamais vraiment du hasard. Dans mon métier. Je notais la formule sans la questionner. Ce n'était pas le moment. Devant moi, Théodose et Fiorenza Drac riaient de quelque chose. Leurs épaules bougeaient à l'unisson, cette façon qu'ont 2 personnes d'avoir trop ri ensemble trop souvent. Je connaissais ce rire. Je connaissais cette synchronie. Je l'avais eue avec lui, moi aussi, à une autre époque que je n'arrivais plus à dater précisément. Quelque part entre notre 2e et notre 6e année ensemble, avant que les habitudes se coagulent en routine et les routines en murs. « Qu'est-ce qu'il y a sur le disque dur ?» demandai-je. Des preuves, des documents, des noms, et aussi des enregistrements audio de conversations qui vont te faire comprendre que ce que tu vois ce soir n'est que la couche supérieure d'une chose beaucoup plus profonde. Des enregistrements de qui? De ton mari, de Fiorenza Drac, et d'un 3e homme que tu n'as jamais rencontré, qui s'appelle Edvard Sarka et qui travaille dans un fonds d'investissement de Luxembourg depuis 2019. Edvard Sarka. Je mémorisais ce nom de la façon dont on mémorise une plaque d'immatriculation juste après un accident, automatiquement, par instinct de survie. Et la procédure judiciaire dans 7 jours? Dis-je. C'est qui la lance? Le parquet national financier. Ils ont déjà la plupart des éléments. Mais il leur manque ce qui est sur ce disque dur. La question, Célestine Nunzia, c'est: est-ce que tu veux être la personne qui le leur fournit? Ou est-ce que tu veux attendre que les enquêteurs arrivent chez toi? La salle semblait se rétrécir. L'écran projetait une scène sous la pluie. Le détective courait entre des bâtiments sombres, et je compris, avec cette lucidité absurde que donnent les moments de choc total, que je n'avais aucune idée de ce que ce film racontait. « Je dois vous faire confiance sur parole, dis-je. Non, tu dois rentrer chez toi, chercher cette boîte, ouvrir ce disque dur et voir par toi-même. Je ne te demande pas de me faire confiance, je te demande de vérifier. » Cette seule distinction fut la chose la plus honnête que quiconque médite depuis longtemps. Il y avait là-dedans une logique que même la panique ne pouvait pas distordre. « Tu es loin d'être idiote, dit-il. C'est probablement pour ça qu'il t'a choisi. Les gens intelligents inspirent confiance. Ça rend la dissimulation plus facile. » Cette phrase me fit plus de mal que tout le reste. Pas parce qu'elle était cruelle, elle ne l'était pas. Parce qu'elle était vraie d'une façon que je sentais dans ma poitrine comme une côte fêlée. Sur le rang 2 devant moi, Théodose se leva soudainement. Mon cœur bondit, mais il se dirigeait vers le côté, vers les toilettes sans doute. Fiorenza Drac sortit son téléphone et commença à taper quelque chose. Sa nuque était raide, professionnelle, même dans l'obscurité. Je me demandais depuis combien de temps elle connaissait mon prénom. « Est-ce qu'elle sait qui je suis ?» demandai-je à Miroslav Kende. Il hésita. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, il hésita. « Oui, dit-il. »« Depuis quand ?»« Depuis le début. »« Depuis le début. » Ces mots atterrirent comme des pierres, beaucoup plus lourdes que les premières. Théodose revint et se rassit. Fiorenza Drac posa son téléphone. Il lui dit quelque chose à l'oreille et elle hocha la tête. Un hochement de réunion, efficace, bref, le genre qu'on fait quand on est en accord sur quelque chose de précis. Je remarquai que cette femme n'avait pas l'air amoureuse. Elle avait l'air concentrée. Miroslav Kende le remarqua aussi, je crois, parce qu'il dit, sans que je lui pose de questions: « Ce n'est pas une histoire d'amour, je te l'ai dit au début. Ne passe pas les 7 prochains jours à souffrir de quelque chose qui n'existe pas. Passe-les à comprendre ce qui, lui, existe vraiment. » Vous me demandez de ne pas souffrir de la trahison de mon mari parce qu'il ne s'agit que d'argent et de fraude? Non, dit-il.
Je te demande de ne pas laisser la bonne douleur t'aveugler au point de manquer l'autre. La bonne douleur et l'autre. J'allais vivre avec cette formule pendant les 100 heures suivantes. Le film atteignit son dernier acte. Le détective fictif découvrit que la personne qu'il cherchait était celle qui lui avait demandé de chercher. Un retournement prévisible, finalement, si on avait fait attention aux premiers indices. La salle applaudit mollement. Les lumières se rallumèrent lentement, cette lumière jaunâtre de sortie qui efface tous les mystères et ramène tout le monde à son manteau, à ses clés, à la texture ordinaire de la vie dehors. Théodose et Fiorenza Drac se levèrent sans se presser. Ils ne se prirent pas la main. Ils n'eurent aucun geste visible d'affection. Ils parlaient, de quelque chose de sérieux, à en juger par leur visage. Ils avancèrent vers la sortie latérale sans se retourner. Je restai assise. À ma droite, Miroslav Kende ramassa son gobelet vide et se leva. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, presque 1,90 m. Il portait un imperméable gris taupe et n'avait ni sac ni serviette. « 3e étagère, dit-il, boîte marron foncé, 48 heures. » Il s'éloigna dans le rang vers le couloir central. Je ne le regardais pas partir. Je fixais le rang vide devant moi, 2 sièges vides, rouge grenat sous la lumière jaune, absolument ordinaire, comme si rien ne s'y était passé. Mon téléphone vibra. Un autre message de Théodose. « Tu dors ? Je t'embrasse. » Je le lus 3 fois, puis je le mis dans ma poche et je me levai. La boîte Ferragamo était exactement là où Miroslav Kende avait dit. 3e étagère, marron foncé. Derrière 3 autres boîtes, une à chaussures de running, une de bottines vernies que je lui avais offerte pour un anniversaire que je ne me rappelais plus lequel, et une à chapeau vide. Le disque dur externe était plat, noir, de la taille d'une main, glissé sous plusieurs feuilles de papier imprimées. Je mis 3 heures à lire tout ce que le disque contenait. À l'aube, je créai une adresse mail depuis mon ordinateur de bureau au travail, sur le réseau Wi-Fi du café d'en face, et j'écrivis à miroslavkende.contact@proton.me un message de 4 mots. J'ai trouvé. Je comprends. Sa réponse arriva 19 minutes plus tard. Maintenant tu choisis. Je choisis, et ce que je choisis transforma non seulement ma vie, mais celle de plusieurs personnes dont je n'avais jamais entendu les noms. Edvard Sarka, les clients floués de Luxembourg, la jeune analyste du cabinet qui avait alerté sans être écoutée. Ce que je peux dire, c'est ceci. La trahison que je croyais avoir vue dans ce cinéma n'était que le reflet d'une surface. En dessous, il y avait une architecture entière que j'avais habitée sans le savoir, comme on habite une maison sans connaître ses fondations. Miroslav Kende disparut aussi complètement qu'il était apparu, avec l'efficacité discrète d'un homme qui n'a jamais besoin qu'on se souvienne de lui pour que son travail soit accompli. Ce que je retins de lui, c'est cette phrase. Je ne te demande pas de me faire confiance, je te demande de vérifier. C'est devenu une règle de vie. La seule que les 39 premières années n'avaient pas réussi à m'apprendre. Si cette histoire t'a traversé différemment, aime cette vidéo et abonne-toi. Ce que je prépare pour la suite va encore plus loin.